Nous donnons l'argent à Benoît, a dit papa. Maintenant, sors. Tu es renvoyé. Je l'ai fixé. Donc vous avez vendu mes brevets? Maman a ri. Nous avons vendu notre entreprise. L'avocat s'est levé. En fait. Il y a un silence très particulier à l'intérieur d'une salle de serveur. Ce n'est pas calme, pas exactement. C'est un bourdonnement. Un vrombissement profond et vibrant de ventilateurs de refroidissement et de disques en rotation qui s'infiltrent jusqu'à la moelle. Durant les 25 dernières années, ce bourdonnement a été la bande-son de ma vie. C'était le son de Logistique Valois qui respirait. Et j'étais celle qui s'assurait qu'elle n'étouffe pas. J'étais à genoux sur le carrelage antistatique, en train de remplacer un commutateur optique grillé dans le rack 4. Il était 18 h, un mardi soir. La plupart du personnel était rentré chez soi, à l'exception de l'équipe de nettoyage et, malheureusement, de mon frère Cédric. Je l'ai entendu avant de le voir. Le bruit sourd de ses mocassins italiens sur le linoléum du couloir, suivi par le son de sa voix criant dans son téléphone. Je me fiche que le marché soit en baisse, Thomas. Liquide juste la position. J'ai besoin du cash pour la compte. Cédric a fait irruption dans la salle des serveurs sans passer son badge. Il ne portait jamais son badge. Il se contentait de donner des coups de pied dans la porte jusqu'à ce que la serrure magnétique cède ou que quelqu'un lui ouvre. Il avait 40 ans et portait un costume qui coûtait plus cher que ma voiture. Et il avait toujours l'énergie frénétique d'un adolescent qui venait de planter la Porsche de son père. Valérie, a-t-il crié par-dessus le bourdonnement des serveurs. Pourquoi le Wi-Fi est en panne dans l'aile de la direction? J'essaie de déplacer des actifs et la connexion rame. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai enclenché le nouveau commutateur et j'ai regardé le voyant d'état passer de l'orange à un vert fixe et rassurant. Le Wi-Fi n'est pas en panne, Cédric. Tu es probablement en train de saturer la bande passante, encore une fois. Qu'est-ce que tu télécharges? Rien, a-t-il lancé sèchement en s'approchant de l'endroit où j'étais agenouillé. Il m'a regardé de haut avec ce mélange familier de pitié et d'agacement. Pour lui, je n'étais pas la directrice de la technologie. J'étais juste la gardienne d'Internet. J'échange juste quelques fichiers de crypto-monnaie. Écoute, arrange ça, c'est tout. Papa s'envole pour Paris demain, et je dois lui montrer ses projections. Je me suis levé en époussetant mon jean. J'avais 48 ans, les cheveux grisonnants attachés en un chignon décoiffé et un sweat à capuche avec le logo du CNES dessus. Je ne ressemblais en rien au reste de ma famille. Ma mère, Béatrice, était une ancienne reine de beauté qui ne serait jamais sortie sans ses perles. Mon père, Pierre, était un PDG au charme grisonnant qui pensait que le travail manuel était une maladie. Et puis il y avait Cédric, l'enfant prodige qui n'avait jamais vraiment travaillé un seul jour de sa vie. Je vais détourner le trafic du réseau invité, ai-je dit en le dépassant pour aller au terminal principal, mais arrête d'échanger des NFT sur la ligne sécurisée de l'entreprise. Si tu introduis à nouveau un logiciel malveillant comme tu l'as fait à Noël dernier, je ne passerai pas mes vacances à nettoyer la base de données. Cédric a levé les yeux au ciel. T'es tellement dramatique, Val. Ce n'était pas un logiciel malveillant. C'était un test bêta. C'était un virus qui a crypté notre système de paix, Cédric, ai-je dit, mes doigts volants sur le clavier. Voilà. Ton Internet est de retour. Va faire tes transactions. Il n'a pas dit merci. Il ne le faisait jamais. Il a juste vérifié son téléphone, a vu les barres de réseau réapparaître et s'est tourné pour partir. Au fait, a-t-il lancé par-dessus son épaule. Papa veut l'audit technique trimestriel sur son bureau pour demain matin. Il dit que les investisseurs ont besoin de voir les métriques d'efficacité. Les investisseurs? J'ai fait une pause. Quels investisseurs? Cédric s'est figé une fraction de seconde. C'était une minuscule hésitation, un bug dans sa façade lisse. Juste une levée de fonds standard. Tu sais comment c'est. Agrandir la flotte. Bref. Fais-le, c'est tout. Il est sorti, laissant la porte entr'ouverte. J'ai fixé l'encadrement vide. Quelque chose n'allait pas. Logistique Valois n'était pas en expansion. Nous réduisions les coûts depuis 2 ans. Nous n'avions pas acheté un nouveau camion depuis 18 mois. Pourquoi avait-il besoin d'un audit d'efficacité maintenant?
Je me suis dirigé vers l'imprimante partagée dans le coin de la pièce pour prendre un rapport de diagnostic que j'avais lancé plus tôt. Enfoui dans la pile de papier se trouvait une page de garde qui ne m'appartenait pas. Elle avait dû être envoyée depuis l'imprimante de la direction à l'étage et redirigée ici par erreur. Probablement un autre bug causé par la surconsommation de bande passante de Cédric. Je l'ai sorti. C'était une seule page. Un en-tête d'accord de non-divulgation. Le logo en haut n'était pas celui de Logistique Valois. C'était celui d'Apex Dynamics. Mon estomac s'est noué. Apex était le plus grand conglomérat logistique du pays. C'étaient des requins. Ils n'investissaient pas dans des entreprises. Ils les avalaient tout ronds, digéraient les actifs et recrachaient les os. J'ai plié le papier et les fourrés dans ma poche. Mes mains tremblaient, juste un peu. J'ai fini ma journée dans un état second. J'ai conduit jusqu'à ma petite maison à la périphérie de la ville, loin des pelouses manucurées du domaine de mes parents. Ma maison était simple, en bois et en verre, silencieuse. Je suis allé dans le jardin. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur les boîtes en bois blanc alignées contre la clôture. Mes ruches. J'ai mis mon voile et mes gants. C'était ma thérapie. Les abeilles se moquaient des cours de la bourse ou des costumes italiens. Elles se souciaient de la colonie. Elles travaillaient jusqu'à la mort pour le bien de la ruche. Chaque abeille avait une tâche. Chaque abeille était essentielle. Si une abeille ne contribuait pas, elle était chassée. J'ai ouvert le couvercle de la deuxième ruche et les ai regardées travailler. Des milliers d'entre elles, se déplaçant dans une parfaite harmonie. Au moins, vous êtes loyal, ai-je murmuré. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un SMS de ma mère. Dîner demain soir. 19h précise. Mais quelque chose de joli pour une fois. Grande nouvelle. J'ai regardé les abeilles, puis le SMS. J'avais le sentiment que la grande nouvelle avait quelque chose à voir avec le logo d'Apex Dynamics dans ma poche, et j'avais le sentiment que ça n'allait pas me plaire. L'allée menant au domaine de mes parents était bordée de platanes centenaires qui avaient coûté plus cher que toutes mes études universitaires. En remontant le chemin sinueux au volant de ma vieille Peugeot, j'ai senti cette oppression familière dans ma poitrine. Cette maison était un musée à l'ego de mes parents. Je me suis garé à l'arrière, près de l'entrée de service, par habitude. Le rond-point devant était occupé par la Jaguar de collection de papa et le tout nouveau Range Rover de Cédric. Je suis entré dans la salle à manger à 19h pile. La table était mise avec le beau service, celui en porcelaine de Sèvres qui ne sortait que pour les mariages et les enterrements. Les verres en cristal scintillaient sous le lustre. Ma mère, Béatrice, arrangeait un centre de table de lys blanc. Elle a levé les yeux quand je suis entré, son regard me balayant de la tête aux pieds. « Eh bien, dit-elle avec un sourire pincé. Au moins, tu t'es brossé les cheveux, Valérie. C'est un chemisier neuf ? Je l'ai depuis 5 ans, maman, ai-je dit en prenant ma place habituelle au bout de la table. Content de te voir aussi. Ne sois pas insolente, dit-elle en agitant la main. Ce soir, c'est une célébration. Sers-toi du vin. C'est un Bordeaux 2005. Mon père, Pierre, est entré depuis son bureau. Il avait l'air rougeaud, victorieux. Il avait 74 ans, mais ce soir, il en paraissait 10 de moins. Le poids de l'entreprise en difficulté semblait s'être envolé de ses épaules. Cédric le suivait, souriant comme un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. Valérie, a claironné Pierre. Heureux que tu aies pu venir. Nous ne voulions pas commencer sans toute la famille. C'était un mensonge. Il commençait sans moi tout le temps, mais j'ai hoché la tête et j'ai pris une gorgée de vin. Il était excellent. Il avait le goût de l'argent. Alors, dis-je, décidant de crever l'abcès. Quelle est l'occasion ? Cédric a enfin appris à faire ses lacets tout seul ? Cédric a cessé de sourire et m'a lancé un regard noir. Ah. Très drôle, Val. Non, mieux que ça. Pierre se tenait au bout de la table. Il a tapé sa fourchette contre son verre. Le son a retenti, clair et net. Nous l'avons fait, a annoncé Pierre, la voix tremblante d'émotion. Pendant 40 ans, votre mère et moi avons bâti Logistique Valois, d'un unique camion à un empire régional. Nous avons traversé des récessions, des grèves et des pénuries de carburant. Mais ce soir,
nous avons assuré notre héritage. Il a marqué une pause pour l'effet dramatique. Cet après-midi, nous avons signé un accord définitif pour vendre Logistique Valois à Apex Dynamics. J'ai serré le pied de mon verre de vin. Je le savais, mais l'entendre à voix haute était différent. C'était comme un coup physique. Apex, ai-je demandé, gardant ma voix stable. Papa, ce sont des dépeceurs d'entreprise. Ils vont licencier la moitié du personnel. Ils vont démanteler la flotte. Ils nous paient 850 millions d'euros, a dit Pierre en articulant chaque syllabe. 850 millions. Le silence s'est fait dans la pièce. Le chiffre flottait dans l'air, lourd et enivrant. Un accord en cash et en action, a ajouté Cédric, incapable de se retenir. Nous finalisons dans 30 jours. Tu sais ce que ça veut dire? Nous sommes des rois, Val, de vrais rois. Béatrice a tendu la main et a serré celle de Pierre. Nous pouvons enfin prendre notre retraite, chérie. Nous pouvons acheter cette villa en Provence. Nous le méritons. Je les ai regardés. Ils étaient si heureux. Ils étaient ivres du chiffre. Et pendant une seconde, j'ai attendu qu'ils reconnaissent l'évidence. C'est beaucoup d'argent, dis-je lentement. Alors, quel est le plan de transition? L'infrastructure technologique est faite sur mesure. Apex utilise une architecture différente. Ils vont avoir besoin de moi pour migrer le système d'optimisation dynamique des itinéraires, ça prendra au moins 6 mois. Pierre s'est raclé la gorge. Il a échangé un regard rapide avec Cédric. En fait, Valérie, a dit Pierre en se servant plus de vin. Ça fait partie de la nouvelle. Apex a sa propre équipe d'ingénieurs, a dit Cédric en se penchant en arrière sur sa chaise. Ils sont énormes. Ils ont des centaines de développeurs à la défense. Ils n'ont pas besoin de notre département informatique obsolète. Obsolète? J'ai senti une pointe glaciale dans mon estomac. J'ai écrit ce code, Cédric. C'est la seule raison pour laquelle nos camions sont 20% plus efficaces que la concurrence. Ce n'est pas obsolète. C'est le cœur de l'entreprise. Ça fait partie de la vente des actifs, a dit Pierre d'un ton dédaigneux. C'est inclus dans le prix. Le fait est, Valérie, que tu n'as pas à t'inquiéter de la migration. Tu n'as à t'inquiéter de rien. J'ai posé mon verre. Alors, quelle est ma part? Le silence qui a suivi était différent. Il n'était pas lourd. Il était tranchant. Ta part, a répété Béatrice, sa voix baissant d'une octave. Qu'est-ce que tu veux dire, ta part? Je possède 15% des stocks options de l'entreprise, ai-je dit. De la restructuration de 2011, quand je nous ai sauvés de la faillite, vous vous souvenez? Pierre a eu un petit rire. C'était un son sec, cassant. Oh, Valérie, c'était des options de performance. Elles ont expiré il y a des années. Nous les avons réintégrées dans le fonds général pour couvrir les frais généraux. Vous avez fait quoi? Je me suis levé. Vous ne pouvez pas simplement les réintégrer. C'était ma participation. C'était ma retraite. Assieds-toi, Valérie, a aboyé Pierre. Le père jovial avait disparu. Le PDG était de retour. Arrête de tout ramener à toi. C'est une victoire familiale. Donc, je n'ai rien, ai-je demandé, ma voix s'élevant. 25 ans. J'ai construit le système qui a donné à cette entreprise une valeur de 850 millions d'euros et je n'ai rien. Tu avais un salaire, a lancé Béatrice. Nous avons payé tes études. Nous t'avons donné un travail quand personne d'autre n'aurait embauché une décrocheuse universitaire qui aimait plus jouer avec les insectes que les gens. Tu as été bien rémunéré. J'ai regardé Cédric. Il souriait en coin. Il a baissé les yeux sur son assiette, cachant son sourire. C'est incroyable, ai-je murmuré. C'est les affaires, a dit Pierre. Maintenant, assieds-toi et mange ton steak. C'est du bœuf de Kobe. Je ne me suis pas assise. Je ne sentais plus mes jambes. La trahison n'était pas seulement une question d'argent. C'était l'effacement. Ils effaçaient 25 ans de ma vie d'une seule signature. Où va l'argent, ai-je demandé. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de les entendre le dire. 850 millions. Si ça ne va pas aux employés et que ça ne me revient pas, où est-ce que ça va?
Ça va dans le trust familial, a dit Pierre en coupant son steak avec une précision chirurgicale. Pour assurer la lignée. La lignée, ai-je répété. Tu veux dire Cédric? Cédric a une vision, a dit Béatrice sur la défensive. Il veut lancer un fonds de capital risque. Il a de grandes idées, Valérie. Il va transformer cet argent en milliards. Cédric a perdu 200 000 € sur des images de singes numériques le mois dernier, ai-je crié. Il ne peut pas gérer un stand de limonade, encore moins un fonds de capital risque. Ça suffit. Pierre a frappé la table de sa main. Les verres en cristal ont tremblé. Je ne tolérerai pas que tu insultes ton frère dans cette maison. Il est l'avenir de cette famille. Toi tu es le personnel, Valérie. Tu l'as toujours été. Tu es une mécanicienne. Une très bonne mécanicienne, mais juste une mécanicienne. Les mots m'ont frappé plus fort qu'une gifle. Juste le personnel. J'ai regardé Maître Dubois, l'avocat de la famille, qui était assis tranquillement au bout de la table. Il était avec nous depuis 30 ans. Il avait l'air pâle. Il fixait sa serviette. Maître Dubois, dis-je en me tournant vers lui. Vous avez rédigé les documents. Est-ce que c'est vrai? Ont-ils supprimé ma participation? Maître Dubois a levé les yeux. Son regard a filé vers Pierre, puis vers moi. Il s'est raclé la gorge nerveusement. Valérie, la structure de l'entreprise est complexe. Techniquement, le conseil d'administration a le droit de diluer les actions si la ferme, Dubois, a grogné Pierre. Elle n'a pas besoin d'une leçon de droit. Elle a besoin d'apprendre sa place. Pierre s'est levé et s'est approché de moi. C'était un homme grand, imposant. Il utilisait sa taille pour intimider les gens. Ça marchait généralement. Nous donnons les bénéfices à Cédric, a dit Pierre, se tenant à quelques centimètres de mon visage, parce que c'est lui qui portera le nom. Toi tu vis dans cette bicoque avec tes insectes. Tu n'as pas d'ambition. Tu as 48 ans et tu n'as rien à montrer. J'ai le code, ai-je dit doucement. J'ai le système qui fait tourner votre empire. Plus maintenant, a souri Pierre. C'était un sourire cruel. À partir de demain matin, Apex possède tout. Les camions, les bâtiments, les serveurs et le code. Et puisque tu sembles si mécontente de l'arrangement, il a marqué une pause, savourant le moment. Tu es renvoyé. Mon souffle s'est coupé. Quoi? Tu m'as entendu. Tu es renvoyé pour insubordination, pour faute grave, ce qui signifie aucune indemnité de licenciement. Il a fait un geste vers la porte. Sors de ma maison. Va vider ton bureau. En fait, ne te donne pas cette peine. La sécurité t'enverra une boîte par la poste. Donne-moi juste ton badge. Je l'ai fixé. J'ai regardé ma mère. Elle sirotait son vin, refusant de croiser mon regard. J'ai regardé Cédric. Il rayonnait. Enfin, le gagnant. Vous faites une erreur, ai-je dit. Ma voix était étonnamment calme. Le choc était passé, remplacé par une clarté froide et dure. La seule erreur que j'ai faite, c'est de te garder sur la liste de paix aussi longtemps, a ricané Pierre. Maintenant, sors. Maître Dubois s'est levé à moitié. Pierre, attendez. Nous devrions considérer, asseyez-vous, Dubois, a rugi Pierre. J'ai mis la main dans ma poche. J'ai sorti ma carte clé, le passe-partout qui ouvrait toutes les portes de Logistique Valois. Je l'ai laissé tomber dans la purée à moitié mangée de Pierre. Au revoir, papa, ai-je dit. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je suis passé devant l'entrée de service, devant les voitures de luxe, et je suis monté dans ma Peugeot. En descendant la longue allée, laissant le domaine derrière moi, je n'ai pas pleuré. Mes mains étaient stables sur le volant. Mon père pensait qu'il avait toutes les cartes en main. Il pensait posséder l'entreprise, le code et moi. Mais alors que je prenais l'autoroute, retournant vers ma maison tranquille et mes abeilles, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu d'un après-midi pluvieux en 2011. Je me suis souvenu d'un homme désespéré suppliant sa fille de 33 ans de sauver son entreprise. Et je me suis souvenu d'un document rangé dans le coffre-fort ignifuge de mon bureau. Section 17C. Ils avaient oublié. Mais pas moi.
Ma maison semblait différente quand je suis rentré. D'habitude, elle semblait vide, un peu trop silencieuse pour une seule personne. Ce soir, elle ressemblait à une forteresse. J'ai verrouillé la porte d'entrée, éteint la lumière du porche et je suis allé directement à mon bureau. Le bureau était mon véritable sanctuaire. Un mur était couvert de plans encadrés de premiers moteurs à combustion. L'autre était tapissé de livres sur des langages de programmation qui n'avaient pas été utilisés depuis les années 90. Dans le coin, derrière un lourd bureau en chêne, se trouvait un coffre-fort au sol. J'ai tourné la molette, gauche sur 32, droite sur 14, gauche sur 5. La lourde porte en acier s'est ouverte avec un déclic. À l'intérieur, sous mon acte de naissance et le titre de propriété de la maison, se trouvait une enveloppe Kraft. Elle était poussiéreuse. Je n'y avais pas touché depuis presque une décennie. Je l'ai sortie et je me suis assise par terre, les jambes croisées. J'ai soigneusement dénoué la ficelle et j'ai fait glisser le document. Accord de restructuration d'urgence et de cession de propriété intellectuelle daté du 12 avril 2011. J'ai passé mes doigts sur le papier. Je me souvenais de ce jour de manière vivide. Il pleuvait. Le toit du vieil bureau fuyait dans des seaux dans le couloir. Pierre, mon père, pleurait. Il pleurait vraiment dans son bureau. La banque menaçait de saisir la flotte. Nous avions manqué 2 fois le versement des salaires. Les chauffeurs menaçaient de faire grève. J'avais 33 ans. Je venais de vendre mon appartement, mon premier véritable bien, et de liquider mes économies. J'avais 200 000 € en espèces. C'était tout ce que j'avais. Papa m'a supplié de les lui donner. Il a dit que c'était un prêt, mais je savais que les prêts à la famille ne revenaient jamais, alors je lui ai proposé un marché. Je lui donnerais l'argent pour payer les salaires, et je lui construirais un nouveau système de répartition automatisé qui réduirait les coûts de carburant de 30%. Mais en échange, je voulais une protection. J'ai tourné à la page 12, section 17C, droit de réversion. La clause était courte, brutalement simple. Dans le cas où Logistique Valois n'exercerait pas l'option d'achat des droits exclusifs sur les brevets du système d'optimisation dynamique des itinéraires, ODOI, à perpétuité pour la somme de 10 millions € dans les 15 ans suivant cette signature, tous les droits. La propriété et les redevances reviendront automatiquement à l'auteur, Valérie Valois. J'ai regardé la signature en bas. Celle de Pierre était tremblante, désespérée. Il avait ri en la signant. 10 millions €, avait-il dit en s'essuyant les yeux. Valérie, si cette entreprise vaut un jour assez pour te payer 10 millions pour un bout de code informatique, je serai l'homme le plus heureux du monde. Bien sûr, mets-le. C'est de l'argent du Monopoly. 15 ans. J'ai regardé le calendrier sur mon téléphone. 12 avril 2011 plus 15 ans. Cela signifiait que la date limite était le 12 avril 2026. Aujourd'hui, nous étions le 24 avril. Ils avaient manqué la date limite de 12 jours. Ils étaient si occupés à sabrer le champagne pour la vente à Apex, si occupés à prendre les mesures pour les rideaux de leur villa en Provence, qu'ils avaient oublié de vérifier la date d'expiration sur les fondations de leur maison. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pas de peur, d'adrénaline. Je n'étais pas juste une employée qu'ils avaient renvoyée. Je n'étais pas juste le personnel. J'étais la propriétaire. Et leur bail venait d'expirer. Je n'ai pas appelé d'avocat. Pas encore. Je savais exactement quoi faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au portail de l'INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. J'avais gardé mon compte de créateur actif toutes ces années, payant les frais de maintenance de ma propre poche, au cas où. J'ai navigué jusqu'à l'onglet de transfert de propriété. J'ai téléchargé la copie scannée de l'accord de 2011. J'ai surligné la section 17C. J'ai rempli le formulaire d'affirmation de réversion. Le site web m'a demandé de confirmer. Êtes-vous l'auteur original? J'ai cliqué sur oui. La période d'exclusivité a-t-elle expiré sans achat? J'ai cliqué sur oui. J'ai cliqué sur soumettre. Une petite roue est apparue à l'écran. Elle a tourné pendant 5 secondes. 5 secondes qui ont changé ma vie. Soumission reçue. En cours de traitement. Confirmation estimée, 48 à 72 heures. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé à la cuisine et je me suis fait une tasse de thé.
Mes mains étaient maintenant parfaitement stables. Papa voulait tout donner à Cédric. Il voulait assurer la lignée. Eh bien, il était sur le point d'apprendre une dure leçon sur la génétique. Cédric avait peut-être ses yeux, mais j'avais son absence de pitié. Et contrairement à eux, je lisais les petits caractères. Les 3 jours suivants furent étranges. J'étais au chômage pour la première fois en 25 ans. Je me suis réveillé à 6 heures, mais au lieu de me précipiter à la salle des serveurs pour éteindre des incendies, j'ai fait du café et je me suis assise sur ma terrasse. J'ai regardé les abeilles. Elles étaient occupées. La mielée de printemps commençait. Elles rapportaient du pollen. Jaune vif, orange foncé. Elles construisaient. Mon téléphone était silencieux. Logistique Valois avait coupé mon accès au serveur de messagerie de l'entreprise à 8h01 le lendemain du dîner. Ils avaient effacé à distance mon téléphone professionnel, mais je m'y attendais. J'utilisais donc mon téléphone personnel prépayé. J'ai passé le temps à travailler sur un projet que j'avais négligé, la restauration d'une montre de poche Breguet vintage des années 1920. C'était un mécanisme complexe. Des centaines de minuscules engrenages, ressorts et leviers fonctionnant en parfaite harmonie. Si un seul engrenage était mal aligné, tout s'arrêtait. C'était exactement ce qu'était Logistique Valois, une machine complexe. Et il venait de virer la seule personne qui savait comment la remonter. Le matin du 3e jour, mon email personnel a sonné. Provenance, Institut national de la propriété industrielle.fr. Objet, notification d'enregistrement de réversion de brevet terminé. Je l'ai ouvert. En pièce jointe se trouvait un certificat officiel. Le présent document certifie que tous les droits, titres et intérêts relatifs au brevet français numéro 8 442 101, optimisation dynamique des itinéraires, 8 442 102, logique prédictive de carburant, et 8 442 103, répartition autonome, ont été reversés à l'inventeur original, Valérie Valois. C'était à moi. Je possédais le cerveau de l'entreprise. J'ai imprimé 3 copies du certificat. Puis j'ai rédigé une lettre. Je n'ai pas utilisé de jargon juridique. J'ai fait simple. Au conseil d'administration de Logistique Valois et au département des acquisitions d'Apex Dynamics, à compter de ce jour, j'affirme ma propriété exclusive de la technologie sous-jacente qui alimente actuellement la flotte logistique de Logistique Valois. La licence accordée en 2011 a expiré. Toute utilisation continue de cette technologie constitue une contrefaçon délibérée de la propriété intellectuelle. Vous avez 24 heures pour cesser les opérations de tous les logiciels utilisant mon code ou pour obtenir un nouvel accord de licence. Cordialement, Valérie Valois. J'ai mis les lettres dans des enveloppes Chronopost. Je les ai marquées prioritaires 24 heures. Signature requise. Je suis allé au centre d'expédition. La fille derrière le comptoir a pesé les enveloppes. Des trucs importants, a-t-elle demandé en mâchant son chewing-gum. On pourrait dire ça, ai-je souri. C'est un avis d'expulsion. Elle a ri, pensant que je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu. Je savais comment les choses allaient se dérouler. Les lettres arriveraient vers 10 heures le lendemain matin. Il faudrait environ 30 minutes au service courrier pour les trier, 30 autres minutes pour que le service juridique les lise, et puis, vers midi, les hurlements commenceraient. Je suis retourné à ma montre. J'ai mis en place le dernier engrenage, la roue d'échappement. J'ai remonté le ressort principal. Tic, tic, tic. La montre a pris vie. C'était parfait. À 11h42 le lendemain, mon téléphone a vibré. Appel entrant, papa. Je l'ai laissé sonner. Appel entrant, papa. Je l'ai laissé sonner à nouveau. Appel entrant, maman. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger et je l'ai posé face contre table. La vibration a continué, vibrant contre le bois comme un frelon en colère. Je me suis versé une autre tasse de thé. À 13h, mon téléphone avait 47 appels manqués. 20 de Pierre, 12 de Béatrice, 10 de Cédric et 5 d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Probablement le pauvre conseiller juridique de Logistique Valois qui était en train de faire une crise cardiaque. J'ai décidé d'écouter quelques messages vocaux juste pour prendre la température de l'incendie que j'avais allumé. J'ai écouté le premier de Pierre. Valérie, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
Je viens de recevoir une lettre de l'INPI. C'est une sorte de mauvaise blague? Rappelle-moi immédiatement. Tu mets cette famille dans l'embarras. Il semblait confus. En colère, mais confus. Il pensait toujours être aux commandes. J'ai sauté au troisième de lui, enregistré 20 minutes plus tard. Valérie, décroche ce téléphone. Apex vient de nous appeler. Leur équipe juridique panique. Ils menacent de suspendre l'accord. Tu dois signer une renonciation disant que c'est une erreur, tout de suite. Tu m'entends? Je vais te poursuivre jusqu'à la ruine. Panique. Bien. Puis j'ai écouté un de Cédric. Salut Val. Écoute, papa pète les plombs. Allez, arrête de jouer. On peut te donner quelque chose. D'accord. Peut-être 50 000. Signe juste le papier. J'ai des investisseurs alignés pour mon fonds. Je ne peux pas passer pour un idiot. Appelle-moi. 50 000. Il essayait encore d'acheter un diamant avec un coupon de réduction. Le dernier était de maman. Sa voix tremblait, mais c'était ce tremblement glacial et dangereux qu'elle utilisait quand j'étais enfant et que je ne rangeais pas ma chambre. Je ne sais pas pour qui tu te prends en faisant ça à ton père. Il a de l'hypertension, Valérie. S'il fait une attaque, ce sera de ta faute. Tu es égoïste et vindicative. Règle ça. J'ai supprimé les messages. Je n'allais pas les affronter seul. Je connaissais ma famille. Ils ne joueraient pas franc jeu. Ils intimideraient, mentiraient et tricheraient. J'avais besoin d'un requin. J'ai appelé Maître Gallo. J'avais rencontré Victor Gallo quelques années auparavant lors d'une conférence tech. C'était un avocat spécialisé en propriété intellectuelle qui portait des costumes sur mesure et souriait comme un crocodile. Il m'avait donné sa carte et m'avait dit, si jamais vous décidez d'arrêter de laisser cette entreprise vous exploiter, appelez-moi. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Valérie Valois, sa voix était douce, profonde. Je me demandais quand j'aurais de vos nouvelles. J'ai vu le dépôt à l'INPI ce matin. Ça a sauté sur mon radar. Très agressif. Bonjour, Victor, ai-je dit. J'ai besoin d'être représenté. Je suppose que Logistique Valois est en pleine crise. Ils le sont. Apex est impliqué maintenant aussi. Excellent, a gloussé Gallo. J'adore un combat de chiens à trois. Quel est votre objectif ici, Valérie? Vous voulez un arrangement? Une réintégration, des excuses? J'ai regardé par la fenêtre mes ruches. J'ai pensé au dîner. J'ai pensé à Pierre jetant ma carte clé dans la purée. J'ai pensé au fait d'être appelé le personnel. Pas d'arrangement, ai-je dit. Je veux la pleine valeur marchande. Je veux qu'ils réalisent qu'ils ont vendu une maison qu'ils ne possédaient pas. Je veux les presser, Victor, jusqu'à ce que les pépins grincent. De la musique à mes oreilles, a dit Gallo. Je vais rédiger une mise en demeure formelle. Je vais exiger une injonction immédiate sur leur flotte. Chaque camion utilisant votre algorithme est une scène de crime roulante. Je vous envoie ça dans l'heure. Et Valérie? Oui. Ne répondez pas à votre téléphone. Ne leur parlez pas. N'ouvrez pas votre porte. Laissez-moi être le mur. C'est noté, ai-je dit. J'ai raccroché. La maison était de nouveau silencieuse, mais l'énergie avait changé. La mèche était allumée. La bombe avait explosé. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de regarder la fumée monter. Je suis allé à la cuisine et je me suis fait un sandwich. J'ai pris une bouchée et pour la première fois en 3 jours, la nourriture avait vraiment bon goût. Waouh, les choses s'enveniment. Valérie vient de larguer une bombe nucléaire sur sa famille. Que feriez-vous si vous étiez à sa place? Prendriez-vous les 50 000 ou feriez-vous tout brûler? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et, si vous appréciez la vengeance, explosez ce bouton j'aime et abonnez-vous. Commentez avec le nom de votre ville pour que je sache d'où viennent mes auditeurs. Chaque commentaire aide la chaîne à grandir. Merci. Le siège a commencé à 8 h le lendemain matin. Ça n'a pas commencé par un procès. Ça a commencé par des coups si forts sur ma porte d'entrée qu'ils auraient pu réveiller les morts. J'étais dans ma cuisine en train de nourrir mon levain.
J'ai vérifié le moniteur de sécurité monté sur le mur. C'était Cédric. Il portait le même costume que la veille, froissé et taché. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Il a de nouveau martelé la porte. « Valérie, je sais que tu es là. Ouvre cette foutue porte. » Je n'ai pas bougé. J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. « Va-t'en, Cédric, ai-je dit. » Ma voix a résonné à travers le haut-parleur sur le porche. « Je n'ai rien à te dire. » Cédric a fusillé l'objectif de la caméra du regard, son visage déformé par l'effet fichet. « Tu ne peux pas faire ça, Val. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Apex a gelé les fonds. L'accord est bloqué. Il pose des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Ça ressemble à un problème qui te concerne, ai-je répondu calmement. Vous auriez dû vérifier la propriété intellectuelle avant d'essayer de la vendre. Papa est prêt à être généreux, a crié Cédric, changeant de tactique. Il a sorti un chéquier de sa poche. Il m'a autorisé à te faire un chèque tout de suite. 200 000 €, net d'impôts. Signe juste la renonciation, rends les clés du dépôt, et on oublie tout ça. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. 200 000. Cédric, la valorisation des brevets représente environ 40% de l'accord total. C'est 340 millions d'euros, et tu m'offres 0,05%. C'est mieux que rien, a-t-il hurlé en donnant un coup de pied dans le bas de la porte. Tu n'es qu'une vieille fille avide. Tu n'as même pas d'enfant. Pourquoi as-tu besoin d'argent? J'ai un héritage à construire. Dégage de mon Porsche, Cédric. Non, je ne pars pas tant que tu n'auras pas signé. Il a attrapé un pot de fleurs en céramique, un de mes préférés, et l'a fracassé contre le revêtement de la maison. La terre et les éclats de poterie ont explosé partout. Je n'ai pas bronché. J'ai juste pris mon téléphone et j'ai composé le 17. Police secours, j'écoute. J'ai un intrus qui tente de s'introduire chez moi, ai-je dit, la voix stable. Il est violent et détruit des biens. Mon adresse est 42 allée des Chênes. Connaissez-vous l'intrus? Oui, c'est mon frère, mais il n'est pas le bienvenu ici. J'ai regardé sur le moniteur Cédric faire les 100 pas, hurlant des obscénités sur mes abeilles, ma triste petite vie, et comment j'étais jalouse de son succès. 5 minutes plus tard, une voiture de police est arrivée dans l'allée. 2 agents en sont sortis. Cédric a essayé de jouer la carte du « vous savez qui est mon père ». Ça n'a pas marché. Quand il a résisté à l'agent qui essayait de le calmer, ils l'ont menotté. Je les ai regardés le pousser à l'arrière de la voiture. C'était un spectacle humiliant, l'héritier de l'empire logistique valois, embarqué comme un vulgaire ivrogne. J'ai ressenti une pointe de tristesse. Pas pour lui, mais pour le petit garçon que j'aidais à faire ses devoirs de maths. Ce garçon avait disparu. Cet homme n'était qu'une coquille vide remplie des attentes de mon père. Je suis sorti après leur départ pour balayer la poterie cassée. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Maître Gallo. Votre père vient de déposer une plainte. Ils vous poursuivent pour sabotage d'entreprise et vol de secrets commerciaux. Audience d'urgence demain. Portez un costume. Le spectacle commence. La salle de conférence du cabinet d'avocats du centre-ville était froide. Elle sentait le produit à polir au citron et la peur. D'un côté de la table en acajou étaient assis mes parents. Pierre avait l'air d'avoir pris 10 ans depuis le dîner. Sa peau était grise, ses yeux injectés de sang. Béatrice était assise à côté de lui, agrippant ses perles comme une bouée de sauvetage. Ils avaient amené une équipe de 4 avocats d'un grand cabinet parisien. De l'autre côté, il y avait moi et Victor Gallo. Juste nous. Victor était détendu, penché en arrière sur sa chaise, tapotant un stylo en argent contre son bloc-notes. Allons droit au but, a aboyé l'avocat principal de Pierre, un homme nommé Sterling. Votre cliente, Madame Valois, a accédé illégalement au serveur de logistique Valois après son licenciement. Elle a verrouillé le système d'optimisation dynamique des itinéraires, tenant ainsi l'entreprise en otage. C'est du cyberterrorisme. Des mots forts, a souri Victor. Avez-vous des preuves de cet accès? Sterling a fait glisser une épaisse pile de papier sur la table. Les journaux de serveurs, montrant les identifiants d'administrateurs de Madame Valois accédant au noyau central à 20 h mardi.
12 heures après son licenciement. J'ai regardé les journaux. Mon cœur a raté un battement. Je n'avais pas accédé au système. N'est-ce pas? Puis j'ai regardé de plus près les eurodatages. Ce sont des eurodatages UTC, ai-je dit, parlant pour la première fois. Sterling a ricané. Et alors? Et alors, ai-je continué en montrant la page, les serveurs de logistique valois sont basés sur l'heure d'Europe centrale. 20 heures, temps universel coordonné, c'est 21 heures, heure de Paris. J'étais encore employé à 16 heures le mardi. J'étais dans la salle des serveurs en train de réparer un commutateur que Cédric avait cassé. J'ai repoussé le papier. Je n'ai pas piraté votre système. J'ai juste arrêté de le maintenir. Et sans moi, il tombe en panne. Tu as installé un interrupteur d'urgence, a crié Pierre en frappant la table. Tu l'as programmé pour qu'il plante. Monsieur Valois, est intervenu Victor, sa voix douce comme de la soie. S'il vous plaît, contrôlez-vous. Ma cliente n'a pas installé d'interrupteur d'urgence. Elle a construit un moteur propriétaire très complexe qui nécessite une clé spécifique pour fonctionner. Cette clé est sa propriété intellectuelle. Quand vous l'avez renvoyée, vous avez jeté la clé. C'est une œuvre de commande, a argumenté Sterling. Elle était une employée. Pas selon l'accord de 2011. Victor a sorti le document. Section 17C. La propriété intellectuelle est revenue. C'est maintenant légalement sa propriété privée. Et chacun de vos 500 camions actuellement sur la route utilise sa propriété sans licence. C'est du vol, maître Sterling. Ma cliente n'est pas la voleuse ici. C'est vous. Pierre avait l'air sur le point de faire une attaque. Nous avons payé ses études. Nous lui avons donné un travail. Non pertinent, a dit Victor. La loi ne se soucie pas de vos dépenses parentales. Elle se soucie des contrats. Et vous avez signé celui-ci. Béatrice a pris la parole, sa voix tremblant de venin. Valérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Apex va se retirer. Tu es en train de détruire tout ce que nous avons construit. Vous l'avez détruit, je l'ai regardé dans les yeux. Quand vous avez décidé que j'étais juste le personnel. Quand vous avez décidé de donner le travail de ma vie à Cédric. Nous pouvons offrir un arrangement, a dit Sterling rapidement, sentant que son client perdait du terrain. 5 millions d'euros. Paiement unique. Victor a ri. Un rire fort et sincère. 5 millions pour le moteur d'un accord à 850 millions? Réessayez, ou ne le faites pas. Nous serons ravis de laisser Apex faire sa propre vérification. Tu n'oserais pas, a sifflé Pierre. Tu as signé un accord de non-divulgation. L'accord couvre les secrets commerciaux, ai-je dit. Il ne m'empêche pas de prouver la propriété de mes propres biens à un acheteur potentiel qui est sur le point d'acheter des marchandises volées. Je me suis levé. Je rencontre l'équipe d'audit technique d'Apex demain. Je vous suggère de leur dire la vérité avant que je ne le fasse. Nous sommes sortis. Alors que la porte se fermait, j'ai entendu Pierre jeter un verre contre le mur. Il s'est brisé. La réunion avec Apex Dynamics a eu lieu dans un lieu neutre, une suite de conférences d'hôtel près de l'aéroport. L'équipe d'Apex était sérieuse. 3 ingénieurs, 2 avocats et leur directrice de la technologie, une femme nommée Dr Élise Renaud. J'avais lu ses articles sur la logistique algorithmique. Elle était brillante. Elle n'allait pas se laisser berner par du baratin. Pierre et Cédric étaient là aussi, assis dans un coin comme des enfants punis. Ils n'avaient pas le droit de parler. Madame Valois, a dit le docteur Renaud en me serrant la main. Nous avons examiné votre dépôt de brevet. Il semble légitime. Cependant, Logistique Valois prétend que leur système actuel a considérablement évolué par rapport à vos brevets originaux de 2011. Ils affirment que c'est une œuvre dérivée qu'ils possèdent. C'est ce qu'ils prétendent, ai-je hoché la tête. Mais je peux prouver que la base est identique. Comment, a demandé le docteur Renaud. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai besoin d'un accès en lecture seul au référentiel de code en direct. Pierre a commencé à protester, mais l'avocat d'Apex l'a fait taire d'un regard. Ils m'ont accordé l'accès. J'ai projeté le code sur le grand écran. C'était un mur de texte, des millions de lignes de C++ et de Python. Quand j'ai écrit le noyau central, ai-je expliqué,
j'ai utilisé une convention de nommage de variables spécifiques pour suivre les fils logiques. Je suis apicultrice amatrice. J'ai tapé une commande de recherche dans le terminal. grep api-bas mellifera. L'écran s'est allumé. Des centaines de résultats ont défilé. Api mellifera, ai-je dit, l'abeille à miel européenne. C'est le fil de routage principal. J'ai tapé une autre commande. grep bombu-bas bombu. Le bourdon. C'est l'algorithme d'équilibrage de charge. Je me suis tourné vers le docteur Renaud. Si ce système avait été réécrit ou avait évolué, ces noms de variables de base auraient été refactorisés. Aucun développeur moderne n'utilise des noms d'abeilles en latin pour la logique d'injection de carburant. Ce sont les murs porteurs de la maison. Vous pouvez peindre les murs, vous pouvez changer les fenêtres, mais si vous enlevez ces poutres, la maison s'effondre. Le docteur Renaud a fixé l'écran. Elle a fait défiler le code elle-même. Elle a vu les dates. Elle a vu la structure. Elle s'est tournée vers Pierre. Monsieur Valois, vous nous avez dit que c'était un système propriétaire construit par une équipe de 20 développeurs au cours des 5 dernières années. Pierre a balbutié. Nous avons mis à jour l'interface. Le tableau de bord est complètement nouveau. Le tableau de bord est une façade, a dit froidement le docteur Renaud. Le moteur est à elle, et elle en détient le titre de propriété. Elle a fermé son ordinateur portable. Nous ne pouvons pas procéder à cette acquisition. Le passif lié à la propriété intellectuelle est à lui seul catastrophique. Si elle désactive la licence, nous achetons une flotte de camions qui ne peuvent pas bouger. On peut le réparer, a crié Cédric depuis son coin. Je peux engager une équipe. On peut le réécrire en une semaine. Le docteur Renaud a regardé Cédric avec pitié. Jeune homme, c'est une architecture de niveau noyau. Il faudrait 1 an pour la rétro-ingénierie et la réécriture sans rompre les contrats existants. Vous n'avez pas une semaine. Elle s'est levée et m'a regardé. Madame Valois, je m'excuse pour le temps perdu. Il semble que nous ayons été mal informés sur les actifs. Sans rancune, ai-je dit. Alors que l'équipe d'Apex remballait ses affaires, Pierre était assis, la tête entre les mains. L'accord était mort. 850 millions d'euros venaient de s'évaporer en fumée. Je suis passé devant mon père. Il n'a pas levé les yeux. Il avait l'air petit. Tu aurais dû payer les 10 millions, papa, ai-je murmuré. Je pensais que la victoire serait la fin. Je pensais qu'ils battraient en retraite, penseraient leurs blessurés, peut-être, finiraient par négocier. J'avais tort. Quand un narcissique perd le contrôle, il ne négocie pas. Il essaie de détruire la personne qui lui a pris le contrôle. 2 jours après l'échec de l'accord avec Apex, je me suis réveillé avec mon téléphone explosant de notifications. Pas des appels, des mentions sur les réseaux sociaux. Ma mère était passée à l'offensive nucléaire. Elle avait donné une interview exclusive à une chaîne d'information locale, puis avait posté une longue histoire larmoyante sur sa page Facebook, qui comptait des milliers d'abonnés dans la communauté locale. Le titre du reportage, un couple de personnes âgées extorquées par leur fille dénaturée. Une entreprise locale en péril. J'ai regardé la vidéo avec horreur. Béatrice était assise dans son salon, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Pierre lui tenait la main, l'air frêle et vaincu. Nous lui avons tout donné, sanglotait Béatrice à la caméra. Nous lui avons payé ses études. Nous l'avons soutenue quand elle ne trouvait pas de mari. Et maintenant, au crépuscule de notre vie, alors que nous voulons juste prendre notre retraite, elle a volé les mots de passe de notre entreprise et nous tient en otage pour des millions d'euros. Elle veut ruiner ses propres parents. La journaliste, une jeune femme en quête d'une histoire virale, a ajouté solennellement, Logistique Valois emploie plus de 300 personnes dans notre ville. Leurs emplois sont maintenant menacés à cause de ce conflit familial. La section des commentaires était un cloaque. Quel monstre! Gamine ingrate. Elle devrait être en prison. J'espère que les parents la poursuivront pour tout ce qu'elle possède. Quelqu'un devrait aller chez elle et lui donner une leçon. J'ai eu la nausée. Mes mains tremblaient en faisant défiler les commentaires. Ils armaient la communauté contre moi. Ils me peignaient comme une pirate informatique, une voleuse, une méchante. Ma sonnette a retenti. J'ai sursauté. J'ai regardé le moniteur. Ce n'était pas la police.
C'était un journaliste et, derrière lui, un camion de reportage. J'ai fermé les stores. Je me sentais piégé dans ma propre maison. Mon téléphone a sonné. C'était Victor. Ne regarde pas Internet, a-t-il dit immédiatement. Trop tard, ai-je dit, la voix brisée. Victor, ils mentent. Ils disent que j'ai volé des mots de passe. Ils disent que je les extorque. Je sais, a dit Victor. Sa voix était dure, dangereuse. Et ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Comment? Tout le monde me déteste. Valérie, écoutez-moi. Ils viennent de déclarer publiquement que vous avez commis un crime, l'extorsion et le vol, alors que nous avons déjà prouvé dans une déposition légale que vous ne l'avez pas fait. C'est de la diffamation caractérisée. C'est de la malveillance. Je me fiche de la loi en ce moment, Victor. Il y a des gens devant ma maison. Laissez-les là, a dit Victor. Parce que lorsque nous déposerons cette plainte en diffamation, nous n'attaquerons pas seulement les actifs de l'entreprise. Nous attaquerons leurs actifs personnels. La maison, les voitures, le trust, tout. Je veux juste que ça s'arrête, ai-je murmuré. Ça s'arrêtera, a promis Victor. Mais nous devons frapper plus fort. J'ai besoin que vous m'autorisiez à publier l'accord de 2011 et l'enregistrement audio de la réunion du conseil d'administration où Pierre vous a appelé le personnel. Nous devons contrôler le récit. J'ai hésité. Publier l'enregistrement signifiait exposer la pourriture privée de ma famille au monde entier. Cela signifiait qu'il n'y avait pas de retour en arrière, aucune réconciliation possible, jamais. J'ai regardé par la fenêtre où les journalistes campaient. J'ai pensé à mes abeilles. J'ai pensé à la difficulté avec laquelle j'avais travaillé pour me construire une vie tranquille et décente. Et j'ai pensé aux fausses larmes de ma mère sur cet écran. Faites-le, ai-je dit. Mettez-y le feu. Bien, a dit Victor. Regardez les informations à 20h. J'ai raccroché. Je suis allé au coffre-fort et j'ai sorti le disque dur contenant les sauvegardes de chaque réunion du conseil des 10 dernières années. Je les avais gardées pour des raisons de conformité. Maintenant, c'était des munitions. Ils voulaient une guerre médiatique. Très bien. J'avais la vérité. Et la vérité était sur le point de faire beaucoup plus mal qu'un mensonge. Le problème avec les gens désespérés, c'est qu'ils arrêtent de penser rationnellement. Ils commencent à penser en termes de miracle. Et pour mon frère Cédric, le miracle était une obscure équipe de développeurs d'Europe de l'Est qu'il avait trouvée sur un forum du dark web. Je l'ai découvert parce que j'avais toujours une porte dérobée, non pas dans les serveurs, ce qui serait illégal, mais dans la page d'état public de l'API. C'était un simple tableau de bord que j'avais construit il y a des années pour permettre aux clients de suivre leurs expéditions. Il était accessible au public, parfaitement légal à surveiller, et en ce moment même, il clignotait en rouge. Il était 2h du matin, un vendredi. La campagne de diffamation faisait toujours rage sur Facebook, mais à l'intérieur de Logistique Valois, la panique s'était installée. Avec l'accord d'Apex Mort et mon injonction légale imminente, Cédric avait décidé de jouer les héros. Selon les rumeurs sur les forums d'administrateurs système où les jeunes développeurs de Logistique Valois fuitaient des informations comme une passoire, Cédric avait licencié l'équipe informatique interne pour incompétence et engagé une équipe d'intervention externe de codeurs. Leur mission, extraire mon code propriétaire et le remplacer par un patch en une nuit. C'était du suicide. On ne remplace pas le moteur d'un 747 en plein vol. J'étais assise dans mon bureau sombre, éclairé uniquement par la lueur de mon moniteur, regardant le désastre se dérouler en temps réel. À 2h15, le tableau de bord a montré un redémarrage du système. Il poussait le patch. À 2h18, le système est revenu en ligne. Tout au vert. Ils ne l'ont pas fait, ai-je murmuré. Avait-il vraiment réussi? Avait-il réussi à refactoriser la logique des dépendances si rapidement? À 2h30, la première erreur est apparue. Erreur 404, itinéraire non trouvé. Puis une autre, erreur 502, mauvaise passerelle. Puis un déluge. La carte sur le tableau de bord, qui montrait habituellement des milliers de petits camions se déplaçant comme des fourmis diligentes à travers le pays, a commencé à se figer. Le patch avait supprimé la logique de routage API-BAMELIFRA, mais il n'avait pas réalisé que la sous-routine d'injection de carburant dépendait de cette logique pour calculer les temps de ralenti.
Lorsque la logique de routage a disparu, les ordinateurs de bord des camions n'ont pas seulement perdu la carte, ils ont verrouillé le contact pour empêcher le vol. C'était une fonction de sécurité que j'avais écrite en 2014. Si le système ne pouvait pas vérifier l'itinéraire, il supposait que le camion était volé et coupait le moteur. 500 camions transportant des millions d'euros de marchandises périssables, produits frais, produits pharmaceutiques, fruits de mer se sont simultanément transformés en briques de plusieurs tonnes sur les autoroutes de France. J'ai allumé les informations. Il a fallu environ 1 heure pour que les premiers reportages arrivent. Flash info, d'énormes embouteillages signalés sur la 6 et la 7 alors que des dizaines de camions de livraison logistique valois tombent en panne au milieu des voies. Puis sont venus les tweets furieux des clients. Où est ma livraison? Votre chauffeur dit que le camion ne démarre pas. Nous avons 10 tonnes de saumon congelé qui fondent dans une remorque logistique valois près de Marseille. Procès en vue. J'ai regardé l'indicateur boursier de logistique valois. C'était une société privée, mais les obligations de dette étaient négociées. Elle plongeait. Mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Victor. Ce n'était pas mes parents. C'était un numéro masqué. J'ai décroché. Répare ça. C'était Cédric. Il avait l'air de pleurer. Il chuchotait, terrifié. Répare ça, Val. S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Dis-moi juste le code de déblocage. Les chauffeurs sont bloqués. Il y a un camion qui bloque une ambulance à Lyon. Papa va me tuer. Je suis restée assise, écoutant sa respiration saccadée. C'était le garçon qui avait brisé mon pot de fleurs. C'était l'homme qui m'avait traité de vieille fille avide. Je ne peux pas le réparer, Cédric, ai-je dit doucement. Vous avez supprimé le cerveau. Vous avez lobotomisé la flotte. Il n'y a pas de code de déblocage pour la stupidité. Tu dois m'aider. On va tout perdre. Vous avez déjà tout perdu, ai-je dit. Vous avez perdu au moment où vous avez pensé que vous étiez plus malin que la personne qui a construit la machine. J'ai raccroché. À l'aube, la gendarmerie était appelée pour remorquer les camions des principales autoroutes. Les autorités sanitaires lançaient des avertissements sur les aliments avariés. Logistique Valois n'était pas seulement en faillite, elle était radioactive. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai ressenti un étrange mélange de justification et de chagrin. J'avais construit ce système pour qu'il soit parfait. Le voir mourir, c'était comme regarder un magnifique bâtiment s'effondrer. Mais je me suis souvenu de la campagne de diffamation. Je me suis souvenu des mensonges, et j'ai réalisé que parfois, il faut laisser le bâtiment tomber pour nettoyer la pourriture des fondations. La dernière réunion n'a pas eu lieu dans une salle de conseil. Elle a eu lieu dans le bureau de liquidation d'un tribunal de commerce 3 semaines plus tard. La pièce était grise. Moquette grise, mur gris, visage gris. Mes parents étaient assis d'un côté de la table en métal. Ils ressemblaient à des fantômes. Pierre avait perdu 10 kilos. Son costume flottait sur lui. Béatrice ne portait pas de perles. Elle portait un survêtement et regardait le sol. Cédric n'était pas là. Ses avocats lui avaient conseillé de rester caché pour éviter de recevoir d'autres citations à comparaître de la part de fournisseurs en colère. Victor Gallo était assis à côté de moi. De mon autre côté se trouvaient les représentants de Système Avant-Garde, le plus grand rival de Logistique Valois. Avant-Garde essayait de nous écraser depuis une décennie. Maintenant, ils étaient là pour ramasser les miettes. La PDG d'Avant-Garde, une femme vive nommée Éléonore, a fait glisser un document sur la table vers moi. Madame Valois, a dit Éléonore. Nous avons examiné votre portefeuille de brevets. Il est élégant, supérieur au nôtre à tous égards. Avant-Garde est prêt à vous offrir un achat direct des droits de propriété intellectuelle, indépendamment des actifs de Logistique Valois. Elle a annoncé un chiffre, 120 millions d'euros, plus une redevance de 5% sur toutes les futures licences de logiciels. Ce n'était pas les 850 millions qu'Apex avait offerts pour toute l'entreprise, mais c'était juste pour le code, et c'était entièrement à moi. J'accepte, ai-je dit en signant le papier. Victor a souri. Maintenant, en ce qui concerne les actifs physiques de Logistique Valois, il s'est tourné vers Pierre. Avant-Garde est prêt à acquérir la flotte physique, les camions, les entrepôts, les dépôts, en tant qu'actifs en difficulté, a dit Éléonore,
sa voix dénuée d'émotion. Compte tenu de l'état actuel de la flotte et de l'énorme responsabilité découlant des poursuites pour les marchandises avariées, nous offrons 12 millions d'euros. Pierre a levé les yeux. Ils étaient larmoyants. 12 millions? Rien que l'immobilier en vaut 50. L'immobilier est hypothéqué jusqu'au cou, a souligné Éléonore. Et vous avez 40 millions d'euros de poursuites en cours de la part de clients qui ont perdu leur cargaison la semaine dernière. 12 millions, c'est un cadeau, Pierre. Ça vous permet de rembourser la banque et d'éviter la prison pour négligence. Vous repartez sans rien, mais vous repartez libre. Pierre m'a regardé. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur dans ses yeux. Il n'était plus le PDG. Il n'était qu'un vieil homme qui avait joué et perdu. Valérie, a-t-il dit d'une voix rauque. Aide-nous, s'il te plaît. Tu viens de gagner 100 millions. Éponge la dette. Sauve le nom de la famille. J'ai regardé Béatrice. Elle me regardait enfin, les yeux suppliants. La même femme qui était passée à la télévision et m'avait traité de monstre. Le nom de la famille, ai-je demandé. Tu veux dire le nom que vous avez essayé de donner à Cédric? Le nom dont vous m'avez chassé? Je me suis levé. J'ai lissé mon blazer. Je ne rachète pas la dette, papa. Je ne sauve pas l'entreprise. Je passe à autre chose. Avant-Garde m'a offert le poste de directrice de l'innovation. J'ai une équipe à diriger. J'ai du travail à faire. Je me suis tourné vers Éléonore. L'accord me semble bon. Finalisons. Pierre a posé sa tête sur la table et a sangloté. C'était un son guttural, laid. Béatrice a posé une main sur son dos, mais elle me regardait. Et dans ses yeux, je n'ai pas vu d'amour. J'ai vu du calcul. Elle se demandait déjà comment me demander un prêt plus tard. Une dernière chose, ai-je dit en m'arrêtant à la porte. L'horloge dans le hall de l'ancien siège. La grande horloge. C'était celle de mon grand-père. Prends-la, a murmuré Pierre dans la table. Prends tout. Je le ferai, ai-je dit. Je suis sorti du tribunal sous le soleil éclatant de l'après-midi. L'air sentait le frais. Victor marchait à mes côtés, sifflotant un air joyeux. Vous réalisez, a dit Victor, que vous venez de réussir la prise de contrôle hostile la plus réussie de l'histoire des entreprises familiales. Ce n'était pas hostile, Victor, ai-je souri en mettant mes lunettes de soleil. C'était juste les affaires. Ils ont oublié de renouveler l'abonnement. Mon téléphone a vibré. Une notification de ma banque. Le virement d'Avant-Garde avait été effectué. 120 millions d'euros. J'ai regardé le chiffre. Ce n'était que des chiffres. Ça ne réparait pas la négligence de mon enfance. Ça ne réparait pas la trahison. Mais alors que je marchais vers ma voiture, j'ai réalisé que ça réparait une chose. Ça réparait l'avenir. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit, pas chez moi. J'ai conduit jusqu'à la pépinière la plus proche. J'avais besoin de plus de ruches. La mielée de printemps était abondante cette année, et ma colonie était sur le point de s'agrandir. Le démantèlement d'une dynastie est une chose désordonnée. Ça n'arrive pas d'un coup comme dans les films. Ça se passe par étapes lentes et douloureuses. Ça se passe dans des cartons et des annonces de vente aux enchères. 2 mois après l'audience de liquidation, je suis passé en voiture devant le domaine. Je n'avais pas besoin de passer par là. Je me suis dit que je prenais la route touristique pour aller au magasin d'apiculture, mais au fond, je voulais voir. Les grilles en fer, habituellement bien fermées pour tenir les roturiers à l'écart, étaient grandes ouvertes. Un panneau immobilier se balançait dans la brise, vente aux enchères samedi. La pelouse, autrefois manucurée au millimètre près, commençait à paraître négligée. Des mauvaises herbes poussaient dans les fissures de l'allée où la Jaguar de Pierre se garait. La Jaguar avait disparu, saisie par la banque pour rembourser les prêts en cours sur l'agrandissement de l'entrepôt qu'il avait autorisé 3 ans auparavant. Un projet qui n'a jamais rapporté un centime. J'ai ralenti, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai vu un camion de déménagement dans l'allée. Pas un service haut de gamme, mais un camion de location. J'ai vu ma mère, Béatrice, porter une lampe. Elle avait l'air petite. Elle portait un jean, ce que je ne l'avais jamais vu porter de ma vie.
Elle ressemblait juste à une autre vieille femme quittant une maison qu'elle ne pouvait plus se permettre. J'ai appris plus tard par un ami de la ville que Cédric avait déposé le bilan. Ses portefeuilles de crypto-monnaies étaient vides, vidés par de mauvaises transactions et les frais de justice des poursuites des fournisseurs. Il vivait apparemment dans un studio au-dessus d'un garage, travaillant chez un concessionnaire automobile. L'ironie était savoureuse. Il vendait enfin des voitures, mais pas celles qu'il pensait conduire. Quant à mes parents, ils ont emménagé dans un appartement de 3 pièces de l'autre côté de l'autoroute. C'était un endroit décent, parfaitement adéquat pour un couple de retraités. Mais pour Pierre et Béatrice Valois, c'était une cellule de prison. Pas de country club, pas de cave à vin, pas de statue. Je ne leur avais pas parlé depuis le tribunal. J'avais de nouveau bloqué leur numéro. Victor m'a dit qu'ils avaient essayé de le contacter pour demander une médiation de réconciliation familiale, ce qui en langage d'avocat signifie « s'il vous plaît, donnez-nous une pension alimentaire ». Victor avait poliment décliné en mon nom. Mais vivre dans la même ville signifiait que nos chemins finiraient par se croiser. C'est arrivé à l'épicerie un mardi soir. J'étais au rayon des fruits et légumes en train de choisir des pommes. Valérie. Je me suis figé. Je connaissais cette voix, mais elle manquait du ton impérieux qu'elle avait autrefois. Elle semblait frêle. Je me suis retourné. Béatrice se tenait là, tenant un panier avec une miche de pain de marque distributeur et un carton de lait. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux n'étaient plus teints. Les racines grises étaient visibles. « Bonjour, mère », ai-je dit, gardant les mains sur mon chariot. Elle m'a regardé, ses yeux se remplissant de larmes. « Nous avons vu l'article dans le journal économique sur ta promotion chez Avant-Garde. Tu étais bien sur la photo. » « Merci. C'est un bon travail. »« Ton père s'ennuie de toi, » dit-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Il reste assis dans son fauteuil toute la journée. Il fixe juste le mur. Il dit qu'il aurait aimé t'écouter à propos de la logique de carburant en 2015. » Je n'ai rien dit. C'était un joli sentiment. 5 ans trop tard. Nous avons des difficultés, Val, a-t-elle continué en se rapprochant. Les charges de l'appartement sont élevées et avec les frais médicaux si tu pouvais juste peut-être nous aider avec la compte pour un endroit plus petit ou juste un café. On peut juste prendre un café? Les gens commençaient à regarder. Une mère avec un jeune enfant nous a jeté un coup d'œil. J'ai regardé cette femme qui était restée là pendant que mon père m'appelait le personnel. La femme qui était passée à la télévision et avait dit au monde entier que j'étais un monstre pour protéger son statut social. J'ai ressenti une lueur de pitié, mais je l'ai éteinte. La pitié était la fissure dans la porte qui laissait les loups revenir. Je ne peux pas faire ça, mère, ai-je dit. Pourquoi, a-t-elle pleuré, un peu plus fort maintenant. Nous sommes ta famille. Tout le monde fait des erreurs. Une famille ne renvoie pas sa famille à table, ai-je dit calmement. Une famille n'essaie pas de voler le travail de sa vie. Tu ne voulais pas une fille, Béatrice. Tu voulais une employée. Et j'ai démissionné. J'ai fait demi-tour avec mon chariot. Valérie, ne me tourne pas le dos, a-t-elle crié, le vieux venin revenant dans sa voix. J'ai continué à marcher. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai payé mes pommes, je suis allé à ma voiture et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais juste plus légère. 6 mois plus tard. Mon bureau chez Système Avant-Garde était au 42e étage. Tout en verre et en acier, surplombant les toits de la ville. C'était propre, efficace. Sur le mur derrière mon bureau était accrochée l'antique horloge de grand-père que j'avais sauvée du hall de logistique Valois. J'avais passé des semaines à la restaurer. J'avais décapé le vernis, poli le pendule en laiton et huilé les engrenages. Maintenant, elle battait d'un rythme régulier qui remplissait la pièce. Mon titre était vice-présidente senior de la stratégie d'innovation. C'était un titre à rallonge, mais le travail était réel. Je dirigeais une équipe de 50 ingénieurs, jeunes et brillants, qui lisaient vraiment la documentation et posaient des questions. Je n'avais pas à me battre pour être entendu ici. Quand je parlais en réunion, la pièce se taisait. Non par peur, mais par respect. Ils savaient qui j'étais. J'étais la femme qui avait écrit le code fantôme. J'étais la femme qui avait fait tomber un géant avec un seul morceau de papier. Mon assistant a frappé à la porte.
Valérie, la PDG veut revoir les projections du T3 pour la nouvelle flotte autonome. Dis à Éléonore que j'arrive dans 5 minutes. J'ai souri. J'ai fait pivoter ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre. Loin en dessous, la ville bougeait comme un circuit imprimé. Voitures, camions, gens, tous suivant des lignes de logique invisibles. J'ai pensé à la clause de réversion. Section 17C. Les gens l'appelaient un piège. Ils disaient que j'avais dupé ma famille. Mais ce n'était pas un piège. C'était un test. Un test de caractère. S'il m'avait traité avec respect, s'il m'avait valorisé comme une partenaire au lieu d'une servante, la clause n'aurait jamais eu d'importance. J'aurais renouvelé la licence pour 1 euro. Je leur aurais tout donné. Mais ils ont échoué au test. Ils pensaient pouvoir construire un château sur des fondations qu'ils méprisaient. Ils pensaient que la décoration ne se rebellerait pas. Mon téléphone a vibré. C'était une notification de mon système de sécurité domestique. La caméra montrait mon jardin. Le soleil brillait sur les boîtes en bois blanc. J'avais agrandi le rucher. J'avais maintenant 20 ruches. Je produisais assez de miel pour le vendre au marché fermier local le week-end. C'était ma partie préférée de la semaine. Pas de costume, pas de code, juste moi et les pots d'or. J'ai vérifié l'horodatage de la caméra. Les abeilles grouillaient autour de l'entrée de la ruche 1. Elles rapportaient les derniers nectars d'automne. Il y a une règle en apiculture. Si une reine est faible, si elle arrête de pondre ou si elle met la colonie en danger, les ouvrières la mettent en boule. Elles l'entourent, font vibrer leurs ailes pour créer une chaleur intense et l'éliminent. Puis elles élèvent une nouvelle reine. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie. Je me suis levé et j'ai attrapé ma tablette. J'ai vérifié mon reflet dans la vitre. Les cheveux gris étaient toujours là, mais je ne les cachais plus dans un chignon décoiffé. Ils étaient coupés courts, stylés. Je ressemblais à celle que j'étais toujours censé être. Je suis sorti de mon bureau, passant devant l'horloge qui battait. J'avais éliminé la reine faible. J'avais sauvé la colonie. Et pour la première fois en 48 ans, la ruche prospérait. J'ai vu mon père au restaurant hier. Il avait l'air frêle. Il a essayé de me faire un signe de l'autre côté de la salle, espérant que je viendrais payer sa note. Je n'ai pas répondu à son signe. J'ai juste fini mon repas et je suis parti.